Alors, qu'est-ce qu'une fusion entre égaux? Alors, les fusions entre égaux, eh bien, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une fiction? Il y a beaucoup de fusions entre égaux qui ont été annoncées ces dernières années, d'ailleurs même très récentes, mais souvent on a beaucoup de problèmes qui apparaissent dans ce type de rapprochement. Une fusion entre égaux annoncée très récemment, c'est celle entre PSA et Fiat. Typiquement, ça, c'est une fusion entre égaux. Alors, c'est quoi la différence entre une acquisition classique et une fusion? Parce qu'on parle de M&A, fusion-acquisition, mais il y a une différence. Euh, L'acquisition, c'est le rachat d'une cible bien identifiée par un acheteur, lui aussi clairement identifié. Il est très facile, dans le cadre d'une acquisition, de faire la différence entre celui qui achète et celui qui vend. D'accord? On a quelques exemples. Il y en a beaucoup, hein. On peut en prendre trois au hasard qui ont eu lieu ces dernières années. En 2019, Danone a acheté Michel Augustin. Danone était l'acheteur, Michel Augustin la cible. En 2020, LVMH a racheté Tiffany. LVMH était ici l'acquéreur, Tiffany était la cible. Et puis, on a Veolia Suez en 2021. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas encore fait et que l'affaire est à suivre. Euh, Veolia est clairement ici l'acquéreur et Suez la cible d'une OPA. D'accord. Dans ces deux cas, dans ces cas-là, l'acquisition peut être financée soit avec du cash, soit avec des titres. Donc, ce n'est pas le mode de financement en fait qui distingue ces deux concepts. Une fusion, eh bien, c'est la réunion de deux entreprises pour créer une nouvelle entité. D'accord. On parle aussi de merger of equals, fusion entre égaux. Là, pour le coup, on n'a pas A qui rachète B. Et B devient soit une filiale de A, soit est intégré totalement à A, qui reste une réalité juridique. Ici, c'est A et B créent C, et C, en fait, devient la nouvelle entité. Et là, on parle d'une fusion. Alors, on a quelques exemples, hein. En 2015, on a une fusion qui a fait beaucoup parler à l'époque entre Lafarge et Holcim, qui était soi-disant une fusion entre égaux. Bon, c'est pas l'objet du cas ici, mais on pourrait aussi dire beaucoup de choses sur la réalité de cette fusion entre égaux ou la fiction. Et puis en 2016, un peu plus tard, on a Technique et FMC qui ont fusionné pour créer Technique et FMC. D'accord. Alors, pourquoi c'est parfois une fiction? Parce que selon en fait les négociations et selon le mode de gouvernance entre les deux anciennes entités, il est un petit peu facile parfois de savoir quelle partie prend le pas sur l'autre. Et typiquement, entre Lafarge et Holcim, Holcim avait plus la posture de l'acquéreur que Lafarge. D'accord. Mais en tout cas, en termes de définition, c'est vraiment ce qui distingue l'acquisition et la fusion. Alors, quelle est la structure de la transaction entre Essilor et Luxottica? Donc, comme je l'ai dit, ce rapprochement a été annoncé par les deux parties le 16 janvier 2017. Vous avez la situation ex ante, vous avez deux entités séparées, Essilor, qui est détenue à 91,5% par du flottant, free float. Le flottant, en fait, dans un actionnariat, c'est des actions qui ne sont pas détenues par des investisseurs institutionnels qui sont là pour le moyen long terme. D'accord. C'est des actions qui sont détenues par des investisseurs soit particuliers, soit institutionnels, mais qui flottent, qui peuvent s'échanger facilement. D'accord. Il n'y a pas d'actionnariat de long terme. Il n'y a pas d'actionnaire de référence qui possède un gros bloc sur le long terme. Okay, c'est ce qu'on appelle le flottant. Après, les définitions parfois sont un petit peu différentes. C'est compliqué de définir objectivement ce que c'est que le flottant et quelle est la limite entre quelque chose qui est flottant et un bloc qui n'est pas du flottant. D'accord. Et puis, il y a une part minoritaire qui est détenue par ses employés. Essilor est depuis longtemps connu comme une entreprise avec un fort actionnariat salarié. Et puis en dessous, vous avez Luxottica, les Italiens, donc Luxottica est détenu par son fondateur majoritairement, qui est Monsieur Leonardo Del Vecchio, un Italien, et qui possède la holding Delphine. Et Delphine, en fait, possède 62,5% de Luxottica, le reste, c'est du flottant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une structure en deux étapes. Étape numéro 1, Delphine, donc c'est la holding de Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica, va apporter sa participation dans Luxottica à Essilor, contre bien sûr des actions Essilor. C'est-à-dire qu'en fait, on définit une parité. On va voir en fait après, on va rentrer en détail de cette parité. La parité a été fixée à 0,461 actions Essilor qui vaut une action Luxottica. Et Delphine, en fait,
qui était actionnaire de Luxottica se retrouve actionnaire de Essilor Luxottica. D'accord? Mais évidemment, ces 62,5% dans Luxottica se transforment en 39,2% du nouveau groupe, puisqu'il y a une répartition entre les anciens actionnaires de Luxottica, vous avez ici les employés et le flottant, et Delphine. D'accord? Ça, c'est la première étape. C'est une étape qui n'a jamais vraiment existé, mais c'est une étape un petit peu théorique. Okay, c'est la première étape de la structure. Et la deuxième étape, eh bien, c'est une OPE obligatoire qui est lancée par le nouveau groupe, donc le New Essilor, on va dire l'entité du milieu, Essilor Luxottica, sur l'ensemble des actions qui restent de Luxottica. La parité d'échange, c'est la même. On verra après comment on a défini cette parité d'échange. Ensuite, il y a eu un retrait de la cotation des actions Luxottica. Donc, vous avez in fine la part, bien sûr, là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre cette structure actionnariale et celle-ci? C'est que vous avez finalement le flottant de Luxottica qui se retrouve maintenant dans le flottant de Essilor Luxottica. OK? C'est pour ça qu'en fait, la part ici du flottant a augmenté, passé de 55,6 à 64,1 et que les deux autres actionnaires de cette structure-là, étape 1, ont été légèrement dilués, dont Delphine et Leonardo Del Vecchio qui possèdent in fine 31,8% du nouveau groupe. Et ce nouveau groupe détient in fine, à la fin de l'opération, ex post ou pro forma, 100% de Essilor et de Luxottica. Voilà en fait comment on présente une page de structure. C'est des pages qui sont d'ailleurs au passage couramment intégrées dans des decks M&A quand vous présentez un deal ou quand vous êtes en sell side et que vous proposez des structures à votre client. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on représente la structure d'une transaction. Alors cette transaction, Essilor Luxottica, peut-elle être considérée comme une fusion entre égaux? Bon, déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une fusion est une fusion entre égaux, entre guillemets, au-delà de la définition que j'ai donnée en préambule. Concrètement, quels sont les critères? D'accord? Parce que là, on crée une nouvelle entité, on peut dire, OK, super, c'est une fusion entre égaux. Mais c'est quoi les critères en fait? Est-ce que finalement, c'est le seul critère? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut regarder? Finalement, quels sont les critères auxquels on peut s'intéresser? Peut-être la taille. C'est peut-être intéressant de savoir s'il y avait un des deux acteurs qui était beaucoup plus gros. Là, on dit que A est plus B, on crée C. Mais si A est beaucoup plus gros que B, compliqué, quoi, en termes de chiffre d'affaires, par exemple. Okay, est-ce que c'est la capitalisation boursière? Essilor et Luxottica étaient deux entreprises cotées. Est-ce que si l'un avait une market cap beaucoup plus élevée que l'autre, est-ce que vraiment on peut parler de fusion entre égaux? Pas sûr. Est-ce que c'est le cours de bourse? Parce que la market cap, en fait, c'est un cours de bourse multiplié par un nombre d'actions. Si il y a une market cap différente, elle peut peut-être venir du nombre d'actions différent. Il y a peut-être plus d'actions pour l'un ou pour l'autre, le capital social est plus gros. Donc le cours de bourse, ça peut aussi être un critère. Est-ce que c'est la valeur des actifs? La valeur des actifs, c'est finalement la valeur de l'ensemble des actifs à l'actif du bilan. Donc on est peut-être plus sur une logique d'EV et pas d'equity value. C'est aussi possible. Est-ce que c'est l'EBITDA? Parce que là, on parle de taille de chiffre d'affaires. Très bien, si on a deux chiffres d'affaires, mais qu'on a une qui a une marge opérationnelle de 80% et l'autre de 20%, c'est un peu compliqué, quoi. On n'est pas vraiment des égaux, en fait. On a la même taille, mais moi, je suis plus performant. Alors, tu n'es pas vraiment mon égal, quoi. Donc là, pour le coup, on est sur des éléments un peu plus subjectifs, un peu plus flexibles, qui sont à prendre en compte. Alors, en fait, ce qu'on va nous retenir ce soir et qui est, selon moi, le critère le plus pertinent pour définir l'égalité entre deux acteurs dans une fusion, c'est la part du capital détenue par les actionnaires de Essilor et Luxottica dans la nouvelle entité. D'accord? Ça doit être à peu près 50-50 en fait. Et c'est ça qui va véritablement définir si oui ou non une fusion-absorption est une fusion entre égaux. D'accord? Fusion ou fusion entre égaux. Alors, ex ante, je vous remets en fait le graphe que j'avais indiqué sur la page précédente. Vous aviez ces deux groupes. Et ex post, qu'est-ce qui se passe? Donc, le graphique du haut, vous l'aviez en tête. Je l'ai montré avant. Delphine, employé et flottant, c'est les trois types d'actionnaires de Essilor Luxottica. Si maintenant on essaye de splitter en fait, alors Delphine, c'est ancien Luxottica. Okay, très clair, c'est la holding du fondateur italien de Luxottica. En fait, on va essayer de splitter employé et flottant. Employé, du coup, c'était Essilor, d'accord? Il n'y avait pas d'actionnariat employé chez Luxottica. Et on va splitter en fait les 64% de flottants entre ceux qui étaient flottants Luxottica et ceux qui étaient flottants Essilor, d'accord?
Et ben là, vous voyez qu'on a fait ça et qu'on se retrouve à 49,51. Donc finalement, c'est presque une fusion entre égaux. Et par rapport à si on change légèrement la parité et le timing de la parité par rapport à des cours de bourse avant, en fait, on est à peu près à 50-50, quoi. Mes chiffres de mon modèle que j'ai construit, c'est 49,51, mais c'est aussi peut-être une approximation de certains chiffres de la parité par rapport à des cours de bourse qui sont pris à certaines dates et pas à d'autres. Ok. Voilà, donc pour le coup, notre jugement, c'est oui. On peut quand même affirmer, grâce à cette slide, que la fusion est une fusion entre égaux. Alors pourquoi le deal Essilor-Luxottica a de la valeur? Autrement dit, quel est le rationnel du deal?